Nous voulons tous croire que ce qu'on lit dans les journaux est vrai, même si nous avons dû parfois conclure que les faits ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Aujourd'hui, nous visitons le site du partenariat russo-américain à la Station spatiale internationale Freedom. Noble effort, mais à quel prix? Restez des nôtres. Of people that stood for a cause. Then came the leaders with plans for the masses, a knife in the back and one roll of gauze. When it goes down, put it up for sale. Space program. When it goes down, put it up. Space is the inescapable challenge to all the advanced nations of the Earth, and to establish the United States as the preeminent spacefaring nation. First for the coming decade, for the 1990s Space Station Freedom, and next for the new century, back to the moon, back to the future, and this time back to stay. Le programme spatial soviétique a changé le cours de l'histoire en propulsant la civilisation dans la plus grande ère de réalisation jamais vue. Avec le concours de plus d'1 million d'individus et grâce à un budget pratiquement illimité, cette organisation a établi les standards de l'exploration spatiale pendant la guerre froide, faisant ainsi mordre la poussière à l'Occident. Dans la Russie d'aujourd'hui, le fameux programme spatial se traîne les pieds. Un Goliath chancelant dont la science atomique et la technologie des fusées sont mises à l'encan pour être consentis aux plus offrants. Les grands savants du nucléaire, capables de construire des armes de destruction massive, sont maintenant sous-payés et sous-employés et font donc face à l'exode. N'ayant pas d'autre choix, ces personnes de grand talent doivent considérer les propositions des nations ennemies comme la Libye, l'Irak et l'Iran, qui leur offrent des millions en échange de leurs précieux services. Tout le monde a eu vent des délais et des montants encourus. Mais quels sont les véritables problèmes qui entourent la construction de la Station spatiale internationale? Où l'histoire officielle et la vérité commencent-elles? Des milliards et des milliards perdus, chapardés ou gaspillés. S'il y a une histoire qu'on a tenté de faire oublier, c'est bien celle-là. Heureusement, grâce au récent dévoilement des archives compromettantes, le gouvernement ne peut plus cacher ses secrets coupables. Si nous nous questionnons sur la situation actuelle de la recherche spatiale et de l'industrie de l'espace en Russie, elle se trouve à la même place que le reste de l'économie russe qui est sur une pente descendante. On peut même parler de mort. Sans les précautions soutenues qu'on lui porte, ce serait la fin. Peut-être qu'avec les meilleures intentions politiques, le gouvernement américain a initié le grand drame technologique, entraînant le contribuable américain et une NASA inconsciente dans un programme d'assistance sociale complexe pour s'assurer que les scientifiques et les ingénieurs russes ne s'adonnent qu'à des projets pacifiques. 95% de l'industrie spatiale russe stagne, incluant toutes les institutions, les bureaux de conception, l'infrastructure. Peu importe les minimes sommes que le gouvernement injecte, parce que la plupart ne relèvent pas du secteur privé. Ils vivent au seuil de la pauvreté. Au centre de cet effort américain très secret est née l'une des entreprises créatrices les plus grandes jamais tentées par un consortium de gouvernements internationaux, la construction de la Station spatiale internationale. Originalement conçue pour être le projet le plus audacieux depuis les pyramides, elle a été dessinée et redessinée pour compenser l'hémorragie monétaire en cours en Russie.
Le plus tragique, c'est que le grand rêve de la conquête spatiale s'est transformé en valeur orbitale risible et inefficace. L'état du programme spatial russe, selon nos normes, est un tel gâchis qu'il vaut mieux le considérer comme un hommage au talent incroyable des ingénieurs russes, des scientifiques et des cosmonautes qui ont réussi à bâtir un programme spatial. Tandis qu'au premier rang de la technologie, les Soviétiques sont les premiers à placer un satellite en orbite autour de la Terre, les premiers à envoyer des sondes sur la Lune, Mars et Vénus, les premiers à envoyer un homme dans l'espace, les premiers à marcher dans l'espace, les premiers à envoyer un équipage de 3 hommes dans l'espace et les premiers à installer une station orbitale. Même s'ils ont perdu la course à la Lune, les Russes continuent à dominer la technologie de l'espace pendant les années 70 et 80. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Chuck 2's bomb behind of it. Quand nous les avons battus dans la conquête de la Lune, ils ont pris une trajectoire différente et ont commencé à élaborer des missions à long terme. Ils ont poursuivi leur travail remarquable sur les stations spatiales, mais leur programme était une fin en soi. Il n'y avait aucune possibilité d'utilisation pragmatique, sinon la défense. En 1986, les Soviétiques achèvent la construction de Mir. Large et complexe avec ses nombreux modules séparés, elle représente l'accomplissement ultime dans la technologie de la station spatiale. Les Soviétiques ont conçu la station Mir pour qu'elle ne dure pas plus de 5 ans, confiant qu'ils construiraient la prochaine génération de stations spatiales avant la fin de Mir, prévue pour 1991. En 1991, l'Union soviétique existait encore. J'étais allé à Star City pour le 30e anniversaire du vol de Yuri Gagarin. Dans l'amphithéâtre, j'étais avec des cosmonautes et des astronautes, regroupés sous le nom de l'Association des explorateurs de l'espace. J'étais assis à côté d'Alexis Leonov, le premier homme qui a marché dans l'espace. J'ai éternué et Alexis a dit « Dieu te bénisse ». J'ai répondu que je pensais que les cosmonautes ne croyaient pas en Dieu. Il m'a dit « Bientôt nous pourrons ». Au mois d'août, tout a basculé et c'est devenu la Russie. Avec la déchéance du communisme et la désintégration de l'Union soviétique, les enjeux économiques ont sérieusement miné la totalité de la Russie, entraînant la chute du programme spatial. Même si les scientifiques soviétiques continuent à travailler dans une privation indicible et participent aux restrictions budgétaires, la scène politique russe devient dangereusement instable. L'un des facteurs dominants du programme spatial a été le bloc de l'Est rivalisant avec le bloc de l'Ouest afin de prouver leur supériorité. Nous avons confirmé notre désir national et notre machisme en ayant le programme spatial le plus fort. Nous avons battu les Russes pour la conquête de la Lune. Nous avons voulu devenir les maîtres du cosmos. Mais quand le mur de Berlin est tombé, tout a changé. À cette époque, les scientifiques des deux côtés ont naïvement cru que, hors de la guerre froide, nous pourrions unir nos efforts et utiliser tout l'argent destiné à la militarisation des deux superpuissances. La guerre froide est chose du passé et le phénomène ne s'est pas produit. La paix n'a pas récolté les dividendes escomptés par le biais de nouveaux projets spatiaux d'envergure. Fini l'époque des équipes d'1 million d'hommes. Fini les budgets faramineux. Mais pire, le programme spatial russe a dû faire face à la fin du soutien de leur population. Pour plusieurs, la conquête de l'espace est devenue le symbole du vieil empire soviétique, souvenir pondéré d'angoisse, de souffrance et de privation culturelle.
Avec moins que rien pour se retourner, les scientifiques et les physiciens cherchent désespérément à arrondir leurs gages par n'importe quel moyen, pendant que le programme spatial dégringole dans un état de faillite totale. Quelles sont les conséquences de la déroute de l'économie russe sur les autres membres du partenariat de la station spatiale? Boeing, la plus grande entreprise aérospatiale privée des États-Unis, a récemment annulé son projet d'avion supersonique commercial parce qu'elle a perdu la NASA, son partenaire financier. À la NASA, des centaines d'emplois ont été perdus. Mais pourquoi? Pourquoi conserver un programme spatial si les ressources sont si limitées? On se demande comment le peuple peut survivre là-bas alors qu'il est impossible de compter sur un salaire, parce que dans plusieurs cas, ils ne reçoivent rien pendant des mois et des années. Et ça ne concerne pas seulement le programme spatial. Un de mes amis travaille en informatique et il occupe 6 emplois. Quelques scientifiques utilisent leur propre véhicule pour faire du transport de passagers ou de blessés pendant la nuit. C'est ainsi que les ingénieurs et les scientifiques arrivent à survivre dans ce climat économique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce savant russe qui a été une sommité, un expert. Cet homme avait toujours le teint basané. S'il était américain, on pourrait penser qu'il vit très bien et qu'il se permet des séjours sur la Riviera ou qu'il descend à Odessa parce qu'il a un travail prestigieux et qu'il gagne beaucoup d'argent. En fait, cet homme est bronzé parce qu'il passe tous ses temps libres à entretenir son jardin et à faire pousser ses légumes parce que le gouvernement ne le paie pas. Plutôt que de continuer à amener sa contribution à la science, il cultive des navets et il entretient son jardin pour arriver à se nourrir et à nourrir sa famille. Il y a cette blague russe. Monsieur Trubiz était chef opérateur du gouvernement et il s'entretenait avec Yeltsin au sujet de la science en Russie. Il a dit, vous savez, Monsieur le Président, je suis surpris. Nous ne les payons pas à temps, nous ne supportons pas leurs recherches, mais ces gars-là se rendent au laboratoire tous les jours. Après un court silence, le Président a répondu, peut-être devrions-nous les faire payer pour être là. Quand les Russes ont envoyé le ravitaillement aux cosmonautes à bord de la station Mir, l'équipage, en ouvrant les cartons, a constaté que de substantielles portions de nourriture manquaient. Apparemment, les travailleurs du complexe spatial, n'ayant pas été rémunérés depuis longtemps, avaient décidé de restreindre les rations en signe de protestation, car ils n'avaient reçu aucun salaire depuis 6 mois et même 1 an. La Russie a maintenu la station Mir presque 10 ans de plus que prévu, moissonnant des centaines de millions de dollars dans le loyer des programmes spatiaux étrangers pour satisfaire leurs propres intérêts scientifiques. Quand le laboratoire spatial devenu vétuste commence à chanceler, la NASA et les autres locataires de Mir, craignant un désastre spatial éventuel, cessent leur mission. Les paiements pour l'utilisation de Mir prennent fin brusquement, entraînant les déboires financiers du programme spatial. Sans cet appui financier pour continuer son entretien, le destin de Mir semble scellé. Les Russes arrivent à leurs ressources extrêmes et soutiennent que la station spatiale souffrante est un apport inestimable au processus de construction de la nouvelle station spatiale internationale. À un certain moment, les autorités russes, sur une base informelle, ont désespérément tenté de suggérer l'utilisation d'une sorte de station Mir comme premier avant-poste pour la future station spatiale internationale.
Ça a été rejeté. Je ne pense pas que c'était une bonne idée. Ce n'est pas bon de concevoir une nouvelle voiture et de lui implanter un vieux moteur. La situation a été à ce point désespérée que 2 cosmonautes venus faire le plein dans une base des forces armées ont été tenus en joue à la pointe des fusils militaires et empêchés de redécoller tant et aussi longtemps qu'ils n'auraient pas acquitté leur compte de carburant. Des révélations de pillage à l'ère de lancement de la Station spatiale internationale à Baïkonour par les ouvriers des programmes spatiaux sont aussi dévoilées. Certaines factions de travailleurs sont partiellement payées, les autres pas du tout, et malheureusement, il y a de la discrimination raciale. Il y a eu des émeutes, les bâtiments ont été brûlés et des gens ont été tués. La vente de pièces de fusée devient monnaie courante chez les employés à Baïkonour. Le Cap Canaveral russe est l'endroit choisi pour la Station spatiale internationale. Ne voulant pas demeurer en reste avec ce moyen de s'enrichir, le gouvernement russe participe lui-même à la vente massive des inventaires du programme spatial. Non seulement nous voyons ce genre d'événements dans le programme spatial, mais cela se produit aussi chez les militaires, où récemment, un général a été accusé d'avoir tenté de vendre un transporteur de troupes à l'Espagne. En dernier recours, les Russes tentent de s'associer à des corporations étrangères en souhaitant qu'une injection rapide de fonds leur permettra de remédier à leurs besoins immédiats. Une des grandes conjonctures économiques dont ont profité certaines compagnies aérospatiales américaines a été le financement des sociétés de fusées russes. Cela facilitait l'acquisition de capital, leur permettant d'acheter des composantes et de payer des salaires à leurs ouvriers. Le partenariat avec les investisseurs étrangers est une solution à court terme, permettant aux Russes de faire face à leurs engagements immédiats. Leur infrastructure endommagée et les inventaires désuets requièrent des investissements plus abondants. Les devises ne font qu'établir un faux sentiment de sécurité au sein d'une industrie où les erreurs coûtent des vies. Les propulseurs russes ont la réputation d'être remarquablement robustes et fiables. Malheureusement, ils ont eu de nombreux accidents, principalement imputables au manque d'argent. En cherchant des pièces, on a utilisé des composantes périmées pour compléter le propulseur. Le secret entourant le programme spatial soviétique est un fait historique infâme. Comme chez les militaires, les erreurs ont été étouffées pour préserver l'image politique. En passant à travers les archives du Kremlin, nous avons découvert une longue liste de décès survenus au cours d'accidents qui ont eu lieu pendant les 40 ans du programme, au moment où les budgets étaient élevés. Tous ces drapeaux rouges qui s'agitent dans la brise et nous persévérons encore avec les Russes. Pourquoi? Durant la planification de la Station spatiale internationale, plusieurs représentants américains se sont élevés contre le projet et contre le fait d'accueillir les Russes comme principaux partenaires. On craignait que le partenariat russe augmente le budget et retarde la construction de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. If at any time in the mission, however, the limb had separated, then we would have gotten ourselves into a rendezvous. Malgré les objections des officiels comme le Dr. Chris Kraft, directeur du Centre spatial Johnson de la NASA, le gouvernement oblige la NASA de mettre les Russes dans le coup. Les autorités de la NASA s'y opposent carrément. De nombreuses instances politiques ont consulté le Centre spatial Johnson afin de connaître les bénéfices de s'associer avec les Russes. Chaque fois, nous leur avons donné la même réponse. Un gros zéro. Finalement, après que les instances du gouvernement aient jugé la motivation insuffisante pour mettre les recommandations de la NASA à l'ordre du jour, les autorités des États-Unis ont ordonné à leur agence spatiale de former l'association sans tenir compte des dépenses.
Plusieurs autres pays emboîtent le pas de la timide association et s'engagent à terminer la nouvelle station spatiale internationale pour le début du 21e siècle. Le spectre de problèmes politiques entourant le projet confond de nombreux membres de l'association. Les Russes subissent de nouvelles vagues de troubles économiques. Leurs engagements budgétaires sont loin de rencontrer leurs obligations contractuelles. Sans le financement russe, plusieurs du côté américain s'interrogent sur les bénéfices que les États-Unis tireront de la station spatiale achevée. L'ex-sénateur des États-Unis et membre de la mission Apollo 17, le Dr Harrison Schmitt. Le plus gros des efforts a été d'essayer d'en faire une station spatiale internationale plutôt qu'une station que les États-Unis utiliseraient pour ses propres besoins. Nous oublions souvent que nous avions déjà une station spatiale, le Skylab, au cours des années 70, et qui était très performante. Nous avons beaucoup appris là, et ça prendra du temps avant que la station spatiale en devenir arrive à la cheville de ce que pouvait réaliser Skylab pendant cette décennie. Nous devrions considérer la Station spatiale internationale pour ce qu'elle est, et il ne s'agit pas réellement de science. Notre travail préalable nous en a beaucoup appris sur les effets à long terme d'habiter dans l'espace. Le programme de la Station spatiale internationale vise plus à pourvoir un effort pour aider la science russe et soviétique dans les secteurs où la démilitarisation doit être encouragée et où la militarisation doit être restreinte. Si on a des raisons politiques de le faire, et c'est là une facette du jeu de la coopération internationale, la bonne chose est de permettre aux savants russes de rester chez eux plutôt que de voir le potentiel scientifique sortir de Russie. C'est leur problème. Si on nous dit que c'est de ça dont il s'agit, nous sommes d'accord et nous exécuterons les ordres, mais qu'on ne nous demande pas d'y percevoir un gain au niveau technologique. Ou d'obtenir l'aval de la NASA pour travailler avec la Russie. La réponse est non. Plusieurs agences de sécurité civile et internationale ont rapporté que des nations comme la Libye, l'Irak et l'Iran sollicitent les services des savants russes. On leur offre des millions. Ces pays désirent développer une expertise nucléaire et une structure balistique avec l'aide de ces hommes et de ces femmes chevronnés. Pour plusieurs bonnes raisons, le monde se préoccupe de faire en sorte que les ingénieurs et les savants russes travaillent sur des projets pour la paix, plutôt que de voir plusieurs d'entre eux se tourner vers le plus offrant au service d'activités plus ou moins pacifiques, particulièrement dans les États terroristes, où ils pourraient contribuer au développement d'armes nucléaires, biologiques et chimiques. Cette éventualité est impensable pour les États-Unis ainsi que ses partenaires. La position du gouvernement est de prévenir cet exode massif. La Station spatiale internationale est conçue pour fournir des projets et pour générer des fonds qui répondent aux besoins des ingénieurs et des savants russes afin que leur talent demeure en Russie. Le but est admirable, mais la somme d'argent que peut investir la station spatiale et la NASA pour contribuer à cet effort est bien minime comparé à ce dont ils auraient besoin. Les victimes de cette affaire sont encore les contribuables américains qui n'ont jamais été informés par leur gouvernement que le partenariat de la Station spatiale n'est en réalité qu'un projet d'aide à l'étranger. Ils ont été dupés afin de croire que la charge financière est partagée avec les Russes. Pour leur part, les Russes n'ont jamais eu l'intention d'honorer leurs engagements et de devenir partenaires à part égale, financièrement ou au niveau technologique. Le partage des coûts était l'une des justifications pour amener la Russie et d'autres nations à participer. Dans le cas de la Russie, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les coûts sont plus élevés que ceux que nous aurions eu à débourser s'ils avaient été des partenaires performants.
C'est une toute autre dimension. Les Russes n'étaient pas prêts politiquement et techniquement à participer au programme de la station spatiale. Nous le savions et plusieurs personnes avaient prédit que ça se passerait comme ça. Ils avaient raison. Dans un ultime effort de participation, la Russie a été associée à la conception et au lancement d'une sonde sur Mars. Une des fusées de la sonde a refusé de s'allumer et les millions de dollars que les Allemands avaient investis se sont envolés en fumée dans l'atmosphère. Malgré cet événement et d'autres erreurs coûteuses des Russes, les États-Unis ont continué à maintenir le partenariat et à injecter des centaines de millions de dollars. Ils ont même révisé le projet pour y inclure des procédés techniques désuets, encore en vigueur en Russie. Malgré les dispositions spéciales, les exceptions et les dérogations qu'on leur a accordées, les Russes s'avèrent des partenaires difficiles, tentant par tous les moyens de se soustraire à leurs engagements. Selon la Division internationale de travail, la Russie est responsable de la livraison des 2 premiers modules en orbite. Le premier module d'avant-poste, le FGB, est construit conformément au contrat de la NASA. Le deuxième, appelé module de service et qui est en chantier, est une contribution russe à la Station spatiale internationale. Le financement de celui-ci est nettement insuffisant et c'est là une des questions principales débattues entre le gouvernement russe et celui des États-Unis. Tous les participants internationaux de la station spatiale sont mécontents du retard des Russes. Actuellement, ils sont fâchés, et nous sommes fâchés aussi. Le résultat est exactement à l'opposé de ce qui était prévu. Nous tentions de créer une collaboration et une coopération à grande échelle avec les contribuables américains pour subventionner le processus. C'est devenu une source de friction et de tension, une situation conflictuelle. Si le personnel de l'agence spatiale russe pouvait se prononcer, ils voteraient pour le retrait de la NASA, mais ils ne peuvent pas. D'abord parce que ce ne serait pas démocratique et aussi parce que c'est nous qui les maintenons à flot. Les patrons lésés de la NASA savent pertinemment que sans la participation des Russes, la Station spatiale internationale aurait été prête dans les délais prescrits et aurait respecté le budget alloué. De plus, leur frustration est augmentée parce que la station telle qu'elle est présente un très faible potentiel de réalisation scientifique majeure. Le gouvernement américain maintient son engagement à patronner le vieux programme spatial russe. Des échéances non respectées, en passant par la piètre qualité de la construction, pratiquement chaque aspect de la participation de la Russie s'est avéré un échec. Cela n'empêche pas leurs fonctionnaires d'exiger davantage de fonds et de garder désespérément en otage la station spatiale. 660 millions supplémentaires ont été déposés par les États-Unis, venant rejoindre les 700 millions déjà accordés gracieusement à la Russie. Avec la politique de dépenses du gouvernement et le contrôle des coûts, pourquoi les vannes n'ont-elles pas été fermées? Dans chaque conspiration, il y a un gagnant et un perdant. Nous savons déjà qui est perdant, c'est le contribuable. Mais qui gagne dans une telle situation? Les activités menées par l'Iran-Contras sont les exemples les plus lâches et les plus ignobles de conspiration de la part d'un gouvernement, comme l'a été la flagrante dissidence de l'administration Reagan au Congrès et le manque de respect de la Constitution américaine. Toutefois, les erreurs passées ne justifient pas de perpétuer les abus de pouvoir. Cependant, le gouvernement continue à frauder le contribuable américain en autorisant le versement de milliards de dollars à la Russie sous prétexte de sa participation vitale dans l'association. Bien qu'il ait été longtemps préoccupé par la peur que la NASA devienne une agence de relations internationales du gouvernement, le Congrès américain reste oisif. Apparemment, le défi de couper le financement du projet de la station spatiale est trop grand.
Pourquoi tant de vagues quand ce financement peut facilement être justifié par l'intention de limiter l'évolution du nucléaire dans le monde? Ils n'avaient pas prévu que la dégringolade économique de la Russie serait si désastreuse. Peu importe comment se comportera l'économie, elle demeure le seul indice pour prédire l'avenir des Russes dans l'espace. Si elle continue à stagner comme c'est le cas présentement, la station spatiale sera la fin du programme spatial en Russie. Jusqu'à maintenant, le programme de la Station spatiale internationale a achoppé parce que nous avons considéré l'agence spatiale russe comme un sous-traitant, au même titre que les autres, ce qui n'est pas le cas. Nous ne saisissons pas encore leur façon de prendre des décisions, leurs moyens de financer leurs programmes, comment ils établissent leurs priorités et leur façon de gouverner. Nous n'avons aucune idée de leur façon de faire. Ça semble très sournois, très complexe. Franchement, ce n'est pas logique. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Avec d'un côté le président et le vice-président qui endossent fermement le partenariat russe et de l'autre le Congrès qui resserre les rênes des subventions gouvernementales, la NASA se retrouve empêtrée dans un nœud gordien de politique partisane. Après avoir survécu à des catastrophes comme le sauvetage d'Apollo 13 et l'explosion du Challenger, cette organisation civile innovatrice, créditée des percées technologiques les plus importantes du siècle, est devenue le prêteur sur gage des Russes. Malgré cela, la NASA continue à se tenir à la fine pointe de la technologie et à travailler avec un système corrompu pour arriver d'une façon ou d'une autre à combler le trou sans fond qu'est le programme spatial russe. Luttant constamment pour satisfaire le président en continuant à financer l'effort russe, la NASA est forcée de se battre avec le Congrès pour chaque dollar qu'elle reçoit. En fin de compte, ça doit être payant. La NASA est forcée de repenser la station spatiale en abaissant ses coûts et en acceptant le compromis du produit final. C'est cette perpétuelle reconstruction qui élimine pratiquement toute possibilité de couronnement scientifique important. Nous nous disputons toujours pour une station spatiale, mais à l'origine, ce qui se voulait être un Taj Mahal est devenu un hangar en orbite. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, il semble que tous ces dollars envoyés à l'ex-Union soviétique pour assurer leur participation à la station spatiale sont un énorme gaspillage. C'est le genre de choses qui arrive quand on conçoit un programme spatial pour qu'il devienne un instrument du département d'État. Un programme spatial fédéral et gouvernemental ne devrait servir que ses propres desseins. La NASA, c'est l'avenir. La fonction de la NASA est de réécrire les livres de physique, de biologie et de chimie. Elle a pour mission de comprendre où se trouvent les nouvelles sources d'énergie. La NASA est là pour savoir qui nous sommes et comment entrer en relation avec l'univers. La NASA est là pour nous aider à arriver à une meilleure compréhension de cet univers et du système solaire, afin de mieux comprendre notre propre planète. Elle tente de faire des prédictions à long terme sur la température et sur le climat pour éviter des désastres et des catastrophes naturelles. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire. Il y a du mauvais dans tout. Et je suis un critique formidable quand j'en parle à mes collègues. Mais je ne sors pas en disant à tout le monde que la NASA ne fait que des mauvaises choses. Monsieur Golden fait de son mieux. Dans les circonstances actuelles, il n'y aurait pas de programme spatial s'il ne faisait pas ce qu'il fait. Là-dessus, je répondrais, alors ne le faites pas. Cela aurait pu être un projet pour parfaire la compréhension de l'être humain et de certaines technologies nécessaires, aussi bien que pour construire des choses éternelles et les utiliser dans l'espace. Toutes ces choses sont importantes pour retourner sur la Lune, sur Mars et dans le cosmos. Mais ce n'est pas le but de la station spatiale d'aujourd'hui. Il y aura quelques retombées indirectes, comme des données technologiques inestimables, mais ce n'est pas le but premier de ce projet. À moins que nous ne l'appelions par son nom, nous perpétuons le genre de mensonges que nous avons propagés au cours des années 60. Ce n'est pas comme si nous dissimulions une catastrophe, un délit ou toute autre erreur.
Ici, nous essayons seulement de dissimuler la vraie histoire. Le programme spatial scientifique russe est sans tutelle et nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre s'en empare parce qu'il peut être employé à fabriquer des armes de destruction massive. Je pense qu'en s'exprimant ainsi, nos objectifs seraient beaucoup plus clairs. Pourquoi dissimuler la vérité et l'évidence au monde? Ce genre de déni du gouvernement n'est pas sans précédent. Au cours des années 60, 70 et 80, le gouvernement soviétique a beaucoup exagéré les réalisations de son programme spatial. Il a déformé la réalité en couvrant ses échecs et en refusant de cautionner publiquement ses cosmonautes, ses savants et ses ingénieurs. En se mentant systématiquement, en mentant à son peuple et au monde entier, la Russie a fait de son programme spatial un échec qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Si le gouvernement américain insiste pour reléguer la NASA au rôle d'attaché politique pendant qu'il camoufle au public américain la vraie nature du partenariat de la station spatiale, la NASA et les États-Unis peuvent s'attendre à devenir plus qu'un partenaire de la Russie en matière d'infamie. La réalité est la suivante. Il y a un danger chronique dans la façon dont les organisations officielles russes diffusent la vérité. Lors de la dernière crise financière, en août 1998, la Russie a pratiquement abdiqué et a passé à 2 doigts de la fusion, autre conséquence inhérente aux mensonges systématiques. D'abord Yeltsin, qui ne s'avoue pas la vérité, puis lui et les membres de son cabinet qui ne se transmettent pas la vérité. Les banquiers d'Occident qui ne veulent pas voir la vérité, ni prendre conscience de la situation en Russie et de ses implications dramatiques. Nous pourrions nous consumer dans une crise économique mondiale à cause de la façon dont les Russes jonglent avec la vérité. Comment le gouvernement américain transige-t-il avec la vérité? L'humanité peut être en grand danger si les savants russes passent aux mains de nations ennemies et construisent des armes de destruction massive. Comment les retombées découlant de mensonges gouvernementaux notoires nous affectent-elles? Avec un exemple historique aussi limpide, où une duperie politique est menée par le gouvernement, l'Empire soviétique demeure prostré devant nous, se noyant dans une mer de troubles économiques. Plutôt que d'apprendre de ses fautes, les leaders des États-Unis semblent déterminés à répéter les mêmes graves erreurs. En réalité, la Station spatiale internationale a été créée pour venir en aide aux Russes. C'est un don de charité que le contribuable américain fait au programme spatial russe, une division de l'armée russe. Le prix de ce cadeau est d'environ 2 milliards de dollars. Et ce n'est pas fini. Le jugement de ceux qui entretiennent une politique de tromperie à l'endroit de la Station spatiale internationale, qui devait être la plus grande œuvre collective depuis les pyramides, soulève une question. Pourquoi les États-Unis doivent-ils opter pour les mêmes méthodes trompeuses que celles employées par les Soviétiques pendant les années 60, 70 et 80? Nous sommes de nouveau confrontés à une question plus grande et peut-être plus urgente. Comment répondre quand notre gouvernement local, national ou fédéral ferme les yeux et participe à la corruption? La science soviétique et la science russe ne périront pas. Les Russes s'orienteront comme jamais vers les sciences de base et leurs voisines, particulièrement quand leur économie commencera à se relever. La question que nous devons nous poser est s'il y aura un système politique démocratique en place qui sera ouvert aux critiques venant de l'extérieur. Cela nous assurera que nous ne retournerons pas dans la même position systématique de camouflage qui semble avoir été celle des années 60 et 70 jusqu'à la fin des années 80. Le programme est-il appelé à disparaître, à se dissoudre? Selon notre point de vue, il est probable qu'il le soit, mais pas dans la perspective russe. Ils seront probablement capables de le maintenir pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux capitaux versés dans le pays.
Ils impriment encore de l'argent. Ils produisent encore beaucoup de vodka, qui dans certains cas est de qualité internationale. Ils exportent encore une grande quantité de pétrole et de dérivés dans les pays étrangers. Mais le destin de la communauté scientifique et celui de la recherche est vraiment affreux. Donc, tout ce patrimoine russe, le legs soviétique, va maintenant être conservé ici, dans le musée spatial. Il sera peut-être dispersé, ça et là, dans quelques expositions en Russie. Comme son homologue soviétique l'a été pendant les 4 dernières décennies, la NASA devient victime des machinations politiques de son employeur, le gouvernement. Créée et maintenue pour agir comme une agence civile consacrée à la science de l'espace, la NASA a mené notre monde dans une ère de grandes réalisations. Depuis sa création, elle a fait preuve d'une performance exceptionnelle quand on lui a laissé faire ce qu'elle connaît le mieux. Ici, aux États-Unis, nous devons nous concentrer sur nos priorités nationales. Après les avoir définies, nous pourrons coopérer. Si nous voulons que nos enfants vivent dans un monde exempt des guerres et des tueries que nous avons connues au cours du siècle dernier, travailler dans l'espace aidera à construire des ponts et à abolir le manque de compréhension entre les hommes. Tant et aussi longtemps que nous donnerons préséance à nos priorités nationales, nous pourrons faire une place pour unir nos efforts à ceux des autres. Si le gouvernement des États-Unis persévère dans cette voie, utilisant la NASA comme intermédiaire avec les Russes, un des grands actifs de l'Amérique sera rongé par le mensonge. Si l'histoire est une indication pour savoir où cette avenue nous mène, la NASA pourrait bientôt suivre les traces de son homologue russe, caduc, déshonoré et éventuellement démembré. Puisant dans les détails camouflés de tragédies et d'intrigues afin de proférer les leçons de l'histoire, nous vous avons dévoilé les archives compromettantes de ce que vous n'avez jamais vu et ce que vous n'êtes pas censé savoir. We once were a country of respect and power, a nation of people that stood for a cause. Then came new leaders with plans for the masses, a knife in the back and one roll of gauze. When it goes down, put it up for sale, like national pride. When it goes down, put it up for sale. Divide the republic, sell the remains. Politics dead, now money's the game. They steal from the people with no threat of jail. Just find what is failing, put it up. When it goes down, put it up for sale. Space program. When it goes down, put it up for sale. Food and housing. When it goes down, put it up for sale. Nuclear bomb. When it goes down, put it up for sale. Weapon technology. When it goes down.